2. Dans les premiers temps, alors que nous n'étions pas encore, ma mère et moi, habitués à notre nouveau domicile, nous nous sentions mal à l'aise et comme angoissés chez Anna Fyodorovna. Celle-ci vivait dans sa propre maison, dans la 6e rue. Il y avait en tout et pour tout 5 chambres dans cet immeuble. 3 d'entre elles étaient occupées par Anna Fyodorovna et ma cousine germaine, Sacha, une enfant, orpheline de père et de mère, qu'elle avait prise chez elle. Une autre pièce nous fut réservée, et dans la dernière chambre, enfin voisine de la nôtre, logeait un étudiant pauvre, du nom de Pokrovski, un locataire d'Anna Fyodorovna. Notre hôtesse vivait très largement et semblait beaucoup plus riche que nous ne le supposions auparavant. Mais l'origine de ses ressources demeurait énigmatique, tout comme ses occupations réelles. Elle était perpétuellement en mouvement, paraissait avoir de constantes préoccupations, sortait ou prenait la voiture plusieurs fois par jour. En quoi consistait son activité, de quoi ou de qui elle se préoccupait, c'est là une chose que je ne parvins pas à savoir. Ses relations étaient nombreuses et variées. À tout instant, des gens venaient la voir, et Dieu sait quels gens, toujours pour affaires et pour quelques minutes seulement. Ma mère m'emmenait chaque fois dans ma chambre dès que retentissait la sonnette de la porte d'entrée. Cette attitude de ma mère déplaisait à Anna Fyodorovna. Elle répétait constamment que nous étions trop fiers, plus que ne le permettait notre situation. « S'il y avait encore de quoi !» disait-elle, en se lançant dans des rodomontades interminables. Je ne comprenais pas alors ses reproches de fierté. C'est aujourd'hui seulement que je comprends, ou que je devine à tout le moins, pour quelle raison ma mère avait tant hésité à s'installer chez Anna Fyodorovna. C'était une femme méchante. Elle nous tourmentait sans cesse. Je me demande à présent encore ce qui avait bien pu l'inciter à nous inviter chez elle. Au début, elle se montra assez gentille avec nous, mais son vrai caractère ne tarda pas à se montrer en plein dès qu'elle s'aperçut que nous étions absolument sans défense et ne savions où aller. Par la suite, elle se fit plus douce envers moi, d'une douceur déplaisante, exagérée, allant jusqu'à la flatterie. Mais les premiers mois, je dus souffrir autant que ma mère. Elle nous faisait de constants reproches, nous rappelant ses bienfaits à tout bout de champ. Elle nous présentait aux étrangers comme des parents pauvres, une veuve et une orpheline sans appui, qu'elle avait accueillies chez elle par charité, par dévouement chrétien. À table, elle suivait des yeux chaque morceau que nous nous mettions dans la bouche. En revanche, lorsque nous ne mangions pas, cela devenait une histoire. Nous méprisions l'ordinaire de sa maison, disait-elle. Je ne puis vous donner que ce que j'ai. Je souhaiterais moi-même pouvoir m'offrir davantage. Elle ne se lassait pas de dire du mal de mon père, prétendant qu'il se croyait supérieur aux autres et que cela a mal fini pour cette raison, qu'il avait laissé sa femme et sa fille sans ressources et que si nous n'avions pas eu la chance de rencontrer une parente généreuse, une âme chrétienne et compatissante, Dieu sait si nous n'aurions pas dû, pour finir, crever de faim dans la rue. Nous l'écoutions avec plus de répugnance encore que d'amertume. Ma mère pleurait tout le temps et sa santé empirait de jour en jour. Elle dépérissait à vue d'œil et nous devions néanmoins travailler du matin jusqu'au soir. Nous prenions des commandes de couture au dehors, ce qui déplaisait fort à Anna Fyodorovna. Elle ne cessait de répéter que sa maison n'était pas un salon de mode. Mais il nous fallait avoir de quoi nous vêtir, il nous fallait mettre aussi de l'argent de côté pour l'imprévu. Nous voulions absolument disposer de quelques ressources à nous. Nous nous faisions une petite réserve d'argent à tout hasard, dans l'espoir que cela nous permettrait, avec le temps, de nous établir quelque part. Les dernières forces de ma mère s'usèrent à ce travail. Elle faiblissait chaque jour davantage. Comme un ver rongeur, la maladie minait lentement sa vie et la menait au tombeau. Je le voyais, je le sentais, ce que j'en ai souffert. Tout cela se passait sous mes yeux. Les jours se suivaient sans changement, monotones et tristes. Nous vivions dans la retraite,
comme si nous n'étions plus de la ville. Anna Fyodorovna s'était peu à peu calmée en prenant pleinement conscience de son omnipotence. D'ailleurs, personne ne songea jamais à la contredire. Notre chambre était séparée par le corridor des pièces qu'elle habitait, et nous avions pour voisin, ainsi que je l'ai dit déjà, l'étudiant Pokrovski. Il donnait à Sacha des leçons de français, d'allemand, d'histoire et de géographie. Bref, il lui enseignait toutes les sciences, comme disait Anna Fyodorovna, qui en échange le logeait et le nourrissait gratuitement. Sacha était fort intelligente, bien que très vive et espiègle. Elle avait alors 13 ans. Anna Fyodorovna fit observer un jour à ma mère que je ferais bien de profiter de ses leçons, car mon éducation n'avait pas été très poussée au pensionnat. Ma mère y consentit avec joie, et j'étudiai une année entière avec Pokrovski et Sacha. Pokrovski était un jeune homme pauvre, extrêmement pauvre. Sa santé ne lui permettait pas de suivre régulièrement les cours, et c'est plutôt par une sorte d'habitude qu'on continuait à le qualifier d'étudiant. Il menait une existence modeste, retirée, silencieuse, si bien que nous ne l'entendions même pas de notre chambre. Il paraissait étrange, marchant avec tant de gaucherie, saluant avec tant de maladresse timide, parlant de façon si bizarre. Au début, je ne pouvais pas le regarder sans rire. Sacha lui jouait constamment des tours, surtout pendant les leçons. Il était par surcroît irascible, se fâchait tout de suite. Il se mettait hors de lui pour des bêtises, criait, se plaignait de nous, et bien souvent rentrait furieux dans sa chambre sans achever la leçon. Il passait son temps chez lui à lire des livres. Il en avait une grande quantité, et des ouvrages chers, rares. Les quelques leçons qu'il donnait en ville lui rapportaient un peu d'argent, et dès qu'il avait touché ses cachets, il s'empressait d'aller acheter des livres. Avec le temps, j'appris à le connaître mieux et plus intimement. C'était un cœur d'or, un garçon digne de la plus grande estime, l'homme le meilleur qu'il m'ait été donné de rencontrer dans la vie. Ma mère l'appréciait beaucoup. Par la suite, il devint également mon meilleur ami, après ma mère, bien entendu. Moi aussi, au commencement, toute grande fille que je fusse, je me divertissais avec Sacha à ses dépens. Il nous arrivait de nous creuser la tête durant des heures à ma cousine et à moi pour imaginer de quelle façon nous pourrions le chicaner encore et le mettre hors de lui. Il était affreusement drôle quand il éclatait de colère, et cela nous amusait énormément. J'ai honte aujourd'hui de devoir l'avouer. Un jour, nous le poussâmes à bout par quelque sotte gaminerie, et les larmes lui vinrent aux yeux tandis qu'il murmurait « Méchants enfants ». J'entendis fort bien ces mots et me sentis très confuse tout à coup. J'avais honte, cela me faisait mal, je me sentais émue de pitié pour lui. Je me souviens que je rougis jusqu'aux oreilles. Je le priai, presque en pleurant moi-même, de se calmer, de ne pas nous en vouloir de nos stupides plaisanteries. Mais il ferma brusquement le livre, sans achever la leçon, et se retira dans sa chambre. Toute la journée, je fus tourmentée de remords. La pensée que nous, des enfants, l'avions poussé aux larmes par notre cruauté m'était intolérable. Ces larmes, nous les avions donc attendues, souhaitées. Nous avions désiré le voir pleurer. Nous étions parvenus à lui faire perdre toute patience. Nous l'avions amené de force, lui qui était malheureux déjà, à prendre conscience, le pauvre, de son sort misérable. Je ne pus dormir de la nuit, en proie au dépit, à la tristesse, au remords. On prétend que le remords soulage l'âme. C'est tout à fait faux. Une piqûre d'amour-propre se mêlait étrangement à mon chagrin. Cela me chicanait qu'il m'eût traité en enfant. À cette époque, j'avais déjà 15 ans. À partir de ce jour, je me torturais l'esprit pour trouver le moyen de le faire changer d'opinion sur moi. Je forgeais 1000 plans. Mais j'étais en certaines circonstances timide et craintive. Dans la situation où je me trouvais,
Je n'osais me résoudre à rien et me bornais à rêver. Et Dieu sait quel rêve. Mais je cessai de le chicaner avec Sacha, et il ne se fâcha plus contre nous. Néanmoins, tout cela paraissait insuffisant à mon amour-propre. Il faut que je dise maintenant quelques mots de l'homme le plus bizarre, le plus curieux et le plus pitoyable que j'ai rencontré de ma vie. Si j'en parle ici, à cet endroit exactement de mes notes, c'est parce que je n'avais presque pas fait attention à lui jusqu'à cette époque. Mais tout ce qui touchait à Prokofski commença à m'intéresser du jour au lendemain.